Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour notre Midi Histoire du mois de mai. Midi Histoire, je vous le rappelle, qui sont organisés par l'IGPDE, des ministères économiques et financiers. Et nous avons le plaisir, l'honneur et le bonheur d'accueillir pour notre séance aujourd'hui Philippe Masquelier, qui est chef du département Histoire du Bureau de la Recherche. Et il va nous proposer une intervention intitulée « Le contrôle de la dépense publique en France depuis 1789, d'un régime à l'autre, toujours la même histoire, point d'interrogation ». Nous aurons sans doute quelques réponses au cours de l'intervention à suivre. Je vais faire très rapidement, je vais simplement signaler que Philippe Masquelier est un spécialiste d'histoire administrative particulièrement, mais également économique, et qu'il a consacré de nombreux travaux au démarrage, à réaliser des archives orales pour notre fonds d'archives orales auprès de hauts fonctionnaires qui ont réalisé la vie économique de la France depuis les années 30. Nous avons actuellement plus de 4000 heures d'enregistrement, mais il s'est également intéressé longuement en étant le responsable animateur d'un séminaire consacré à l'histoire de la gestion des finances publiques. Séminaire sous la direction de 4 universitaires que je vais citer, Florence Descamps, Lucille Talino, Sébastien Cotte et Philippe Bezès, à la fois historien, juriste et spécialiste de la gestion publique. Donc des profils qui ont permis une richesse dans le travail fourni. Travail de ce séminaire a été publié sous forme de 2 ouvrages, une histoire de la gestion publique dont Philippe Masquelier a mis les livres à côté de lui et dont il va vous parler certainement très longuement. Voilà, je vous souhaite à tous une excellente intervention et je passe la parole à notre intervenant, Philippe Masquelier. Merci beaucoup, Anne. Bonjour à toutes et à tous. Je vous propose de commencer ce Midi Histoire un peu austère avec un sourire par le dessin qui a été fait par un budgétaire qui a repris le thème des Shadocks et qui nous dit de tout temps, l'État a été imperformant, en tout cas très loin de la performance, cela est avéré scientifiquement, l'histoire en a gardé la mémoire, et vous avez 3 Shadocks dans des tenues différentes, selon qu'ils sont en moins 3520, en 1630, ou qu'ils incarnent l'État en 2004. Et à chaque fois, vous avez la même phrase qui revient, là, il n'y a pas, je pense qu'il faut monter un groupe de travail. Un peu plus sérieusement, je vous rapporte les propos d'Edgar Faure, président du Conseil, qui disait à propos de la monotonie propre aux procédures de contrôle de la dépense publique, litanie, liturgie, léthargie. Et en effet, l'évolution du contrôle de la dépense publique est un sujet monotone sur le fond, caractérisé par la récurrence des problématiques qui le sous-tendent. Premièrement, il n'y a jamais assez de moyens. Deuxièmement, la transparence est toujours insuffisante. Troisièmement, la dépense n'est jamais assez optimisée. Quatrièmement, les contrôles oscillent en permanence entre source de lacunes ou de paralysie. Et cinquièmement, il y a un risque perpétuel de détournement des fonds publics qui, n'appartenant à personne, appartiennent à tout le monde, mais sont en réalité aux mains de ceux qui ont charge de les employer et de les manier. Alors, ce sujet du contrôle de la dépense publique, il est monotone, mais il traverse des contextes historiques variables. D'abord, le contexte matériel qui évolue de la plume d'oie à l'informatique. Ensuite, le contexte idéologique qui mute entre colbertisme, libéralisme et keynésianisme. Et troisièmement, le contexte institutionnel qui modifie les conditions du contrôle que l'exécutif selon que l'exécutif ou le législatif prime. Nous allons nous attacher principalement aux 2 derniers pour cette traversée de 2 siècles dont l'objet est de comprendre l'articulation du système de contrôle de la dépense. Et cette traversée, nous allons l'effectuer en 12 tableaux qui correspondent presque à autant de changements de régime susceptibles de modifier ce qu'on appelle depuis la Restauration les 4 temps alternés. Nous allons y revenir.
Et je vous propose de partir d'un étonnement. Pourquoi la direction du budget n'est-elle apparue qu'en 1919 et non pas dès 1815, au moment où se forme un système de contrôle de la dépense cohérent? Pourquoi a-t-il fallu attendre 1922 pour que les ordonnateurs soient soumis à un contrôle des dépenses engagées? En d'autres termes, pourquoi ce qui nous paraît, vu d'aujourd'hui, si solidement établi dans le paysage, a pu ne pas exister pendant un siècle dans le dispositif du contrôle de la dépense? Et la réponse est dans l'histoire. S'agissant de l'évolution du contrôle de la dépense, cette histoire, pour en mieux comprendre les ressorts, il faut la faire commencer sous le règne de Louis XVI. Alors, à la veille de la Révolution, on a 5 problématiques en matière de contrôle de la dépense. Premièrement, vous avez une tradition colbertiste d'intervention de l'État dans l'économie qui place l'administration en surplomb et en marge de la société. Deuxièmement, vous avez une absence relative de prévision budgétaire en raison notamment de la chronicité des conflits. C'est-à-dire qu'au XVIIIe siècle, vous avez un état de guerre quasi permanent. Ensuite, vous avez une absence de publicité des comptes. C'est-à-dire que le secret reste considéré comme une arme de pouvoir préférable à la transparence. Quatrièmement, vous avez une absence de crédit de l'État. Au XVIIIe siècle, vous avez 4 banqueroutes majeures. Et je vous livre la citation d'un notable de cette époque, Charles Collet, qui nous dit « Il est évident que l'État ne peut pas payer tout ce qu'il doit. Il faut que tout bon citoyen consente à perdre avec la plus juste proportion qu'il sera possible d'y mettre ce que le roi est dans l'impossibilité d'acquitter. » Je ne suis pas sûr que les bons citoyens d'aujourd'hui soient disposés de la même manière. Cinquièmement, une absence de séparation des pouvoirs au profit de l'exécutif. Le roi, personne sacrée, extérieure à la société, est un ordonnateur en qui se confondent tous les pouvoirs, puisqu'il ne doit compte à personne. Et là, je vous cite un extrait du rapport de Lebrun sur l'organisation du Trésor royal, qui nous dit « Tel était le malheur du despotisme, éternellement condamné aux caprices et aux abus, il était sans force contre lui-même. » Alors, la Révolution apporte une réponse d'abord juridique aux problématiques de la fin de l'Ancien Régime. Et d'abord avec les textes fondateurs du contrôle qui sont l'article 14 et l'article 15 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, que je vous cite pour mémoire. Tous les citoyens ont le droit de constater par eux-mêmes ou par leurs représentants la nécessité de la contribution publique, de la consentir librement, d'en suivre l'emploi et d'en déterminer la quotité, l'assiette, le recouvrement et la durée. Article 15 maintenant, la société a le droit de demander compte à tout agent public de son administration. Alors il faut bien saisir l'esprit du contrôle qui se situe derrière ces 2 articles. Cet esprit, il est inspiré par la méfiance du nouveau pouvoir législatif vis-à-vis de l'administration en tant que corps intermédiaire extérieur à la société et potentiel lieu de décision autonome à la solde du roi. Instauré à l'encontre de la dynamique colbertiste, il fait naître une autre tradition fondée sur l'utopie rationnelle et révolutionnaire d'un gouvernement et d'une administration de pure exécution au service de la volonté générale exprimée par le pouvoir législatif. La Révolution tente ensuite d'apporter une réponse institutionnelle à 2 questions, celle du siège du contrôle, celle de l'outil du contrôle. Alors la question du siège du contrôle, elle est très vite réglée au profit du législatif, puisque dès 1789, l'Assemblée nationale constituante dessaisit le roi de ses pouvoirs financiers au motif, affiché par le député Roederer, que les finances doivent être placées en dehors des atteintes du pouvoir exécutif. Et je vous cite ce que dit l'historien Guy Antonetti, la majorité des députés désire en quelque sorte nationaliser les finances en affaiblissant le rôle de l'État. La question de l'outil du contrôle, elle, n'est pas véritablement résolue sous la Révolution et le Directoire, qui sont des régimes marqués par une grande instabilité. Elle domine les 2 siècles suivants, et donc nous allons la retrouver tout au long de cette intervention, et on peut la formuler ainsi. À quel intermédiaire, dépendant de quel pouvoir, exécutif ou législatif, confie-t-on le détail du contrôle effectif de la dépense et des ordonnateurs? Alors, en 1799, on a un changement de décor.
le consulat survient avec le 18 Brumaire et on a des réponses, c'est-à-dire que le siège du contrôle passe à l'exécutif et l'outil du contrôle des comptes est une commission dite de comptabilité nationale de 7 commissaires nommés par le Sénat. Ça dure quelques années et puis survient l'avènement du Premier Empire et là, l'exécutif limite encore le contrôle qu'il exerce sur lui-même. La commission est supprimée en 1807 au motif que le contrôle dégénère en contrôle des ordonnateurs. La Cour des comptes, qui lui succède, est chargée de seconder et non pas d'entraver la marche du gouvernement, de porter la sévérité de ses recherches sur les comptables et non sur les ordonnateurs. Et les ministres ordonnateurs sont reconnus seuls juges des pièces justificatives des dépenses susceptibles de leur être transmises. Au total, quel est le résultat de ce cycle Révolution-Empire? On peut le résumer en 2 phrases de 2 historiens. Premièrement, Guy Antonetti qui nous dit « La mise en œuvre des principes de 1789 en matière financière aboutit à un échec quasi général à l'exception de l'abolition des privilèges ». Et Michel Bruguière nous dit qu'à la chute de l'Empire, le pouvoir exécutif dispose, hors du contrôle de toute chambre ou cour indépendante, de l'ensemble des recettes et dépenses publiques grâce à des administrations hiérarchiques et centralisées. Il conclut « Jamais Louis XVI n'aurait osé un tel rêve ». Aussi, la question d'un contrôle parlementaire, sinon démocratique, de la dépense publique reste-t-elle entière en 1814 ? Aucune des problématiques recensées à la fin de l'Ancien Régime n'est résolue, mais la période révolutionnaire, on a malgré tout déposé les germes. Et nous arrivons en 1814 avec la première restauration, puis 1815, la seconde restauration après la défaite de Waterloo. Et le but général de ce nouveau régime, qui reste quand même 15 ans en place, est de mettre fin aux errements de l'Ancien Régime, de la Révolution et de l'Empire, par un contrôle effectif de la dépense et donc des ordonnateurs. Les objectifs, ils répondent aux problématiques citées tout à l'heure. Il s'agit d'asseoir le crédit public en prévenant les détournements, de permettre la transparence des comptes, de prévoir la dépense publique et d'évaluer son usage, de répartir la gestion des dépenses publiques entre les pouvoirs exécutifs et législatifs et de contrôler de manière limitative la dépense. Alors, quels sont les dispositifs qui répondent à ces objectifs ? Eh bien, vous avez la séparation des pouvoirs et la séparation des fonctions. La séparation des pouvoirs s'incarne pour les 2 siècles à venir dans ce qu'on appelle le mécanisme des 4 temps alternés qu'on doit au baron Louis, avec la préparation du budget à l'exécutif, l'autorisation de dépenser au législatif, l'exécution de la dépense à l'exécutif, le contrôle de la dépense au législatif. Il se déduit de cette matrice un contrôle dévolu a priori au législatif, puisque les moments importants sont l'autorisation et le contrôle. Sur le plan des fonctions, vous avez la séparation de l'ordonnateur et du comptable, assortie de la responsabilité personnelle et pécuniaire du comptable, dont le but est de mettre en scène la probité de l'administration, de telle sorte que le public y croit. Alors, c'est quand même une réforme majeure, et c'est une réforme qui réussit, ce qui n'est pas toujours le cas dans le cadre de l'histoire de l'administration. Donc ça mérite quand même de voir quels sont les gages de cette réussite. Et d'abord, ce sont les hommes à la manœuvre. Joseph de Villèle, royaliste ultra, donc très à droite, à la fois ministre des Finances de 1821 à 1827, donc 6 ans, et principal ministre, c'est-à-dire Premier ministre, de 1822 à 1827, donc 5 ans, est celui qui porte politiquement la réforme. Et puis vous avez Gaston d'Audifray, dont vous avez le portrait pour illustrer ce Midi Histoire, qui est directeur de la comptabilité générale des finances de 1815 à 1830 et qui, lui, porte l'élaboration et l'exécution administrative de la réforme. Alors, pour vous donner une petite idée de l'axe de son action, je vous cite ce qu'en dit l'historien Michel Bruguière, qui nous dit « Son unique obsession fut d'organiser des structures vertueuses par lesquelles serait rendue impossible non seulement l'erreur, la dissimulation, l'appropriation de ressources publiques par un individu ou par une caisse particulière, mais même l'éventualité d'un tel soupçon. » Au total, ce sont 2 conservateurs qui jettent les bases de la démocratie financière et paradoxalement réalisent le rêve révolutionnaire du contrôle d'une administration essentiellement
exécutante. Alors, il y a les hommes, mais les hommes ne peuvent pas grand-chose sans la conjonction de circonstances favorables. Quelles sont-elles? Eh bien, d'abord, c'est une période de paix. Ensuite, il se trouve que ces deux hommes sont expérimentés et compétents. Ce n'est pas toujours le cas. Troisièmement, on l'a dit, Villèle cumule les fonctions de chef du gouvernement et de ministre des Finances, ce qui renforce sa capacité de pouvoir et la capacité à imposer une réforme. Ensuite, vous avez une double longévité politique pour Villèle, administrative pour Daudifray, et il se trouve que ces deux hommes s'entendent bien. Et puis, vous avez, cinquièmement, le soutien d'une majorité parlementaire dont Villèle reste le patron, ce qui est déterminant pour que les choses puissent parvenir à leur terme. Enfin, il bénéficie de la confiance des souverains successifs, Louis XVIII, puis Charles X. Donc, une conjonction des astres assez exceptionnelle. Maintenant, quel est le bilan du travail effectué sous la Restauration ? Vous avez une stabilisation par les textes, dont le plus important est l'ordonnance du 14 septembre 1822. Vous avez la conception d'un système logique et rationnel inspiré par les Lumières, et vous avez le rodage historique d'un système financier qui tourne à l'avantage de l'exécutif, avec la transparence des comptes effectifs régie par les grandes règles budgétaires qui apparaissent, annualité, universalité, unité, spécialité, pour permettre un débat parlementaire sur le budget sans tomber dans le régime d'assemblée. Vous avez la centralisation d'une administration des finances susceptible de limiter et de contrôler l'expansion de la bureaucratie dépensière. Vous avez la préservation de la liberté de dépenser de l'exécutif, c'est-à-dire qu'au nom de la séparation des pouvoirs, la possibilité de juger les ordonnateurs et de contrôler directement les bureaux est refusée aux chambres. Donc vous avez une limitation du pouvoir législatif. Quatrièmement, vous avez l'effectivité de l'autorité du ministre des Finances sur les ministres dépensiers au niveau de l'exécution, qui se trouve conjoncturellement lié au fait que, je l'ai dit, le ministre des Finances est aussi le Premier ministre. Et puis, vous avez la loi des comptes en aval de la dépense, qui est le pilier logique et théorique du contrôle au niveau du quatrième temps alterné, ce qui doit en principe permettre un chaînage de la dépense. Et puis, vu d'aujourd'hui, vous avez quand même deux lacunes. La première, c'est l'absence de contrôle au niveau de la préparation de la dépense. Et cette absence est revendiquée, si on en croit le comte Roy, ministre des Finances en 1818, qui nous dit « Le ministre des Finances n'est point le contrôleur général des dépenses des divers ministères. Il ne lui appartient pas d'entrer dans le détail de leur administration, d'apprécier l'utilité, la nécessité, l'urgence de leurs dépenses et d'arrêter à son gré les services publics. Il refuserait un tel pouvoir s'il lui était offert. » Et puis, deuxième lacune, c'est l'absence de véritable contrôle au niveau de l'engagement de la dépense, qui est fondé sur l'utopie qu'une comptabilité des dépenses dites arrêtées sera tenue par les ordonnateurs eux-mêmes, donc les contrôler eux-mêmes. Alors, ce qui est important, c'est de voir quels sont les postulats implicites du système qui expliquent ces deux lacunes. Et il faut voir que le contrôle de la dépense et de l'ordonnateur se fonde sur 5 hypothèses qui sont liées au libéralisme. Premier postulat, l'État est réduit à ses fonctions régaliennes, justice, police, guerre. Ça veut dire que les finalités vont d'elles-mêmes. Deuxièmement, les résultats sont assez attendus pour que le contrôle consiste surtout en une simple comptabilité des moyens pour y parvenir. Troisièmement, l'État est considéré comme économiquement neutre, c'est-à-dire qu'il n'intervient pas et il est retranché de l'économie. Quatrièmement, le budget doit être le plus limité possible et se trouver en équilibre. Cinquièmement, les administrateurs sont censés être des exécutants dociles, privés d'initiative. Un auteur écrit à l'époque, l'administration se doit d'être passive comme volonté et active comme exécution. Tout ça fait qu'à l'héritage révolutionnaire de la méfiance du pouvoir à l'égard de l'administration s'ajoute avec la Restauration une inspiration libérale et antifiscale qui, à l'encontre de la tradition colbertiste, consiste à préserver le secteur privé de l'intervention, de l'accroissement de l'État dans l'économie. Donc les deux traditions se conjuguent. Et à cet égard, l'administration de contrôle qui se met en place et qui est, il faut bien le noter, l'ancêtre commun des directions de la comptabilité publique et du budget, apparaît comme l'allié objectif du libéralisme. Il s'agit d'une bureaucratie chargée de limiter la bureaucratie.
1830, changement de décor à nouveau, la Restauration se termine et c'est la monarchie de Juillet avec Louis-Philippe qui advient. Alors, cette période, elle est marquée surtout par ce qu'on a pu appeler la querelle des nomenclatures qui oppose l'administration des finances à la Cour des comptes à propos des pièces justificatives à présenter aux comptables par les ordonnateurs. Alors, on ne va pas rentrer dans les détails, mais je voudrais vous livrer la citation de deux auteurs pour situer le débat qui écartèle le contrôle de la dépense publique entre l'ordonnateur empêché d'agir et le comptable empêché de contrôler. Vous avez d'un côté Boucher de Perthes, directeur des douanes à Abbeville, qui s'insurge contre la culture de défiance caractéristique du système de comptabilité lorsqu'il dénonce en 1830 cette hiérarchie de suspicion, ces contrôleurs des vérificateurs, ces inspecteurs des contrôleurs, ces inspecteurs généraux des inspecteurs ordinaires, on dépense un sou pour empêcher qu'on ne vole 2 liards. Et s'appuyant sur l'exemple du secteur privé, il met en cause le contrôle qu'exerce l'administration sur elle-même. Les banquiers ont-ils dans leur bureau 2 chefs, l'un pour travailler et l'autre pour l'empêcher? Ont-ils des commis à cheval sur des commis? Et puis de l'autre côté, vous avez Hippolyte de Monclou, ancien caissier du Trésor et un des premiers auteurs en matière de comptabilité publique, qui en 1840 résume ainsi la situation du comptable. On a beaucoup plaisanté sur les menins de la cour, dont les fonctions consistaient à recevoir le fouet lorsque les princes le méritaient, et l'on a rétabli cette charge dans le service des dépenses. Quand la Cour des comptes prend un liquidateur en faute, c'est le pauvre comptable qu'elle fustige dans son arrêt. Les payeurs du Trésor sont les menins de ces despotes inviolables que sont les ordonnateurs. Et à propos de la faculté qu'a l'ordonnateur de passer outre un refus de paiement au nom du droit de réquisition, il précise avec ironie « Le comptable a le droit de refuser de payer à condition que son refus n'empêchera pas le paiement ». Il ajoute « On comprend que cette clause ne fait plus du payeur qu'un enfant boudeur ». Alors, paradoxalement, vu d'aujourd'hui, la querelle des nomenclatures est tranchée par l'administration des finances elle-même en faveur des ordonnateurs, au motif qu'un contrôle trop étendu entraverait la bonne marche des services dépensiers, ce qui est un cas un peu unique dans l'histoire de la dépense publique. On note néanmoins dans le rapport de la Commission des comptes de la Chambre des députés de 1839 que la disposition qui veut que la nomenclature des pièces à produire soit combinée entre Monsieur le ministre des Finances et le ministre ordonnateur est la meilleure garantie pour la validité des paiements. Donc le ministre des Finances s'érige quand même comme une instance arbitrale importante en matière de contrôle de la dépense et ça va se poursuivre. Alors, 1852, nouveau changement de décor, c'est le Second Empire, avec disparition du pouvoir législatif, mais maintien et renforcement d'un fort dispositif de contrôle sur le terrain au niveau du troisième temps alterné. Le pouvoir législatif ayant disparu, ce sont désormais le Conseil d'État et le ministre des Finances qui, seuls, discutent des comptes du budget et affirment leur autorité sur les ministères dépensiers. On revient à l'exécutif qui se contrôle lui-même au niveau du premier temps alterné, le deuxième étant de fait supprimé. Et puis, deuxième élément, vous avez un renforcement de la comptabilité administrative et le maintien de la séparation ordonnateur-comptable au niveau du troisième temps alterné. Et ce renforcement par les ordonnateurs, c'est ce qui, souligne Michel Bottin, l'historien Michel Bottin, ne pouvait être mis en œuvre que par un exécutif fort, scrupuleusement obéi par ses services. Donc vous voyez l'impact du régime sur la structure administrative. Et puis, quant au maintien de la séparation ordonnateur-comptable, il apparaît comme une sorte de transposition de la séparation des pouvoirs au sein du pouvoir exécutif et donc comme le rempart ultime contre la toute-puissance des ordonnateurs. Alors à ce renforcement sur le terrain correspond un renforcement juridique et un renforcement bureaucratique. Le renforcement juridique, c'est l'ordonnance du 31 août 1862. Vous avez un renforcement des justifications demandées aux ordonnateurs pour mieux les contrôler. C'est le mouvement inverse par rapport à celui qu'on vient de décrire qui concerne la monarchie de Juillet lors de la querelle des nomenclatures. Et puis vous avez un renforcement de principe des pouvoirs au ministère des Finances sur les ministères dépensiers en supprimant leur autonomie budgétaire et en instaurant une centralisation budgétaire au niveau du premier temps alterné.
Le renforcement bureaucratique fait l'objet du décret du 16 mai 1863 qui crée la Direction générale de la comptabilité publique et entérine sa prééminence sur les directions de la comptabilité des autres ministères. Un texte de 1870 précise « La Direction générale de la comptabilité publique exerce son action et son contrôle sur toutes les comptabilités qui intéressent l'administration des deniers publics. » Ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'il ne s'agit pas de contrôler directement la dépense, mais de contrôler la bonne tenue de l'ensemble des comptabilités des ministères dépensiers qui rendent compte de cette dépense. 1870, nouveau changement de décor, c'est la Troisième République qui se met en place et le contexte institutionnel change radicalement, ce qui fait que le contrôle de la dépense est alors marqué par la conjonction de 6 phénomènes qui lui sont contraires. Premièrement, vous avez une obsolescence de la loi de règlement au niveau du 4e temps alterné. Deuxièmement, vous avez l'égalité entre les ministres liée au changement de la forme du gouvernement qui impacte le premier temps alterné. Vous avez, troisièmement, l'effondrement de la comptabilité administrative des ministères dépensiers qui concerne le 3e temps alterné. Quatrièmement, vous avez l'échec de la réforme de la réglementation en matière de responsabilité de l'ordonnateur. Vous avez cinquièmement, l'absence de contrôle de l'engagement de la dépense face au tropisme dépensier spontané de l'administration. Et sixièmement, le retour de la tradition colbertiste d'intervention de l'État dans l'économie qui impacte en particulier le premier temps alterné. On va passer en revue rapidement ces 6 éléments qui sont importants. Alors, du fait notamment de la guerre de 1870 et de ses conséquences financières, à compter de l'Empire et jusqu'en 1958, le délai du vote de la loi de règlement est une quarantaine de fois supérieur à 10 ans et pour le reste supérieur à 5. Ce qui fait qu'un auteur a pu dire « Le contrôle en aval de la dépense et les leçons qu'il était censé donner en vue de l'exercice suivant relèvent désormais de l'archéologie financière ». Alors, deuxième point, sous la Troisième République, au nom du principe de l'égalité entre les ministres et en l'absence d'un exécutif fort, il n'y a pas de prééminence possible du ministre des Finances. Et l'inspecteur général des Finances, René Sturm, en dépeint ainsi la délicate posture. N'ayant pas de pouvoir propre, il cherche à emprunter celui du Conseil. Là, son talent d'argumentation, sa férocité naturelle peuvent éventuellement lui faire gagner sa cause, ce qui, d'ailleurs, demeure un succès tout platonique quand il ne s'agit que d'obtenir des promesses. Tous les ministères sont entrés dans mes vues, dit un exposé des motifs du 16 mai 1893, en parlant de la nécessité de restreindre les crédits. Plusieurs y sont parvenus, ajoute-t-il modestement. Alors, troisième élément, c'est l'affaiblissement au niveau du 3e temps alterné de la tenue de la comptabilité administrative. C'est-à-dire que les ministres, dont l'autonomie est de facto accrue par le régime parlementaire de la Troisième République, on vient de le voir, ont la liberté de restreindre leurs services comptables et les opérations qui lui incombent, et ils ne s'en privent pas. Dès lors, le rapprochement entre la comptabilité administrative des ordonnateurs et la comptabilité de caisse des comptables s'avère illusoire. Et un magistrat de la Cour des comptes, M. de Grandsaigne, écrit rétrospectivement en 1933 « Dès les premières années de la Troisième République, la comptabilité des ministères est à peu près abandonnée partout. La comptabilité administrative organisée par l'ordonnance du 14 septembre 1822 a complètement disparu à la fin du XIXe siècle. Il n'en subsiste que des formes vaines. » Alors, quatrièmement, puisqu'on n'arrive pas à maintenir cette comptabilité administrative qui était un instrument de contrôle, on recherche entre 1878 et 1881 à établir une responsabilité personnelle et pécuniaire de l'ordonnateur comme moyen de limiter véritablement l'initiative dépensière de celui-ci. Et donc vous voyez que se pose à nouveau l'alternative entre la restauration d'un dialogue équilibré entre ordonnateur et comptable et la nécessaire liberté d'action des ordonnateurs. Donc vous avez les partisans d'une responsabilité personnelle et pécuniaire des ordonnateurs qui, par esprit d'équité et de symétrie, estiment que la responsabilité des ordonnateurs est nécessaire pour pouvoir exiger d'un comptable qu'il soit responsable de sa gestion. Et puis vous avez les non-partisans de cette responsabilité qui, au nom de la nécessité d'agir où se trouve l'ordonnateur, considèrent qu'il n'est pas admissible qu'on puisse exiger la responsabilité pécuniaire des agents du gouvernement. La commission se perd dans les sables en 1881 sans
résultat. Donc la question de l'engagement de la dépense devient particulièrement vive en amont du troisième temps alterné. Ce qui était lacune sans conséquence sous la Restauration devient béance sous la Troisième République. Le Parlement s'inquiète du tropisme dépensier structurel des bureaux par la voix d'un député qui écrit en 1888 « Comment décourager la tendance bien naturelle des services à exagérer leur importance en exagérant leurs dépenses ?» Et le même René Sturm écrit en 1896 qu'il s'agit de lutter d'abord contre les dépassements de crédit dont l'origine remonte le plus souvent aux engagements illicites de dépenses. Chaque ministre, aujourd'hui, s'engage presque à son gré, par discours, lettres ou simple arrêté. Or, une fois l'engagement pris, force est bien de le ratifier et de le payer. Sixième élément, la tradition colbertiste qui revient. Ce que refuse d'envisager la tradition libérale, mais qui a commencé à se produire de façon manifeste sous le Second Empire, se prolonge et s'accroît. La tradition colbertiste ressurgit, qu'il s'agisse d'assigner à l'État un rôle d'acteur contracyclique ou de se substituer au secteur privé. Et selon l'économiste Jean Markiewski, l'action de l'État sur le développement industriel a été très forte entre 1815 et 1884, de même qu'il note que le volume des subventions de l'État fait un bond en avant de 1873 à 1895 à la cadence de 6,1% l'an. Alors, face à cette poussée de la dépense et à l'effondrement partiel du système de contrôle, on ne cherche à trouver de solution qu'à la question de l'engagement de la dépense. Et après avoir renoncé à une solution favorable au législatif et envisagé du côté de l'exécutif de faire des comptables les vérificateurs de la régularité des impulsions budgétaires, on se résout, toujours du côté de l'exécutif, à, je cite l'auteur Emmanuel Besson, directeur de l'enregistrement de la Seine, à réunir dans les mains du ministre des Finances le contrôle des engagements à celui de l'ordonnancement et en même temps fortifier la situation de ce ministre vis-à-vis de ses collègues de telle sorte que ceux-ci ne puissent méconnaître son autorité ni éluder son veto. C'est la piste finalement suivie par le Parlement qui devient favorable au renforcement de la position du ministre des Finances, mais, rappelons-le, dans le cadre d'un régime institutionnel favorable au législatif. Donc il s'agit d'allier la possibilité pour chaque ministre d'exécuter les prescriptions contenues dans la loi de budget sous couvert de sa responsabilité personnelle à une responsabilité du même type imposée au ministre des Finances en cas de violation des autorisations parlementaires. En d'autres termes, nous dit le juriste Sébastien Cotte, soumettre le gardien de l'équilibre, c'est-à-dire le ministre des Finances, au pouvoir législatif, tout en soumettant les ministres au ministre des Finances, ce serait, par un phénomène de transitivité, soumettre les ministres au Parlement. Il résulte de ce choix une polarisation sur le contrôle de l'engagement de la dépense qui débouche sur le développement timide d'un outil en 3 étapes principales. La loi du 26 décembre 1890, par laquelle est simplement instituée une comptabilité des dépenses engagées, tenue par chaque ministère et transmise mensuellement à la Direction générale de la comptabilité publique. Ensuite, un décret du 14 mars 1893 prévoit dans chaque ministère un agent désigné par le ministre concerné et placé sous son autorité directe, chargé de contrôler l'emploi des crédits. Donc vous voyez qu'on passe de comptabiliser à contrôler. Enfin, vous avez une loi du 30 mars 1902 qui dispose que les contrôleurs des dépenses engagées sont nommés conjointement par le ministre intéressé et le ministre des Finances. Donc, le contrôleur échappe à moitié seulement à la hiérarchie qu'il est censé contrôler. Au total, tout ça est insuffisant. Et en 1914, Noulins, ministre des Finances, pointant la difficulté croissante à contrôler les ordonnateurs, rappelle que, depuis longtemps déjà, la doctrine est unanime à déplorer qu'une fissure se soit produite dans la puissante et minutieuse armature de notre système budgétaire. Multiple, incessant, justement inflexible pour le comptable, le contrôle se fait vis-à-vis de l'administrateur, rare, imprécis, tardif, illusoire. On juge l'instrument, on ne juge pas la main qui le pousse.
Et il est hors de doute qu'aujourd'hui même, en dépit de progrès plutôt ébauchés d'ailleurs que réellement accomplis, le Parlement, si justement jaloux de ses prérogatives, si enclin à mettre en jeu la responsabilité politique des ministres, se trouve dans l'impossibilité pratique et de connaître exactement la manière dont les services se sont acquittés de l'importante mission qu'il leur a confiée en votant le budget, et d'y apporter, le cas échéant, toutes les sanctions désirables. Cette impossibilité pratique devient d'autant plus manifeste que, sous la pression des nécessités de la Première Guerre mondiale, l'État devient un acteur économique et industriel, d'où un mouvement centrifuge d'expansion administrative au profit de la liberté d'action des ordonnateurs qui se traduit par le développement de ministères techniques, la multiplication d'organismes parapublics, le fort accroissement du volume du budget de l'État. Le bureau du budget de la Direction générale de la comptabilité publique apparaît désormais comme un service majeur en raison de la pression dépensière des ordonnateurs auxquels il peut seul faire barrage, d'où il résulte qu'il est devenu, nous dit son directeur, l'instrument administratif au moyen duquel le ministre des Finances exerce ses attributions de contrôleur général des finances publiques. Vous remarquerez que c'est à peu de choses près la fonction que récusait vouloir assumer le Comte Roy sous la Restauration. Donc, en un peu moins d'un siècle, on a un tête-à-queue. Alors, la pression sur le bureau du budget devient telle que le Parlement se résout à voter la loi du 21 octobre 1919 qui crée la direction du budget et qui fait du ministère des Finances le contrôleur a priori de la dépense. À voter la loi Marin du 10 août 1922 relative à l'organisation du contrôle des dépenses engagées qui affilie exclusivement les contrôleurs au ministère des Finances. À voter la loi de crédit provisoire du 30 mars 1923 qui crée la direction de la comptabilité publique qui recueille la gestion entière du réseau comptable. Et puis, s'ajoute à cela, en octobre 1925, la première émergence d'un ministère du budget, ce qui promeut le contrôle de l'ordonnateur au niveau politique et ministériel et contribue à asseoir l'autorité de la direction du budget sur les ministères dépensiers. Conséquence majeure de la réforme, le bouleversement de l'équilibre de départ des 4 temps alternés en raison du basculement de contrôle de l'aval vers l'amont de la dépense. Donc c'est un moment évidemment capital et ce basculement se fait lors du premier temps alterné en amont de la préparation du budget et en amont du troisième temps alterné au moment de l'exécution du budget. 1940, changement de décor à nouveau, c'est le régime de Vichy. On constate l'absence de séparation des pouvoirs en raison de l'abolition d'un pôle parlementaire, ce qui conduit à une absence de contrôle des dépensiers en dehors de la séparation ordonnateur-comptable. C'est un peu la situation qu'on avait déjà rencontrée sous le Second Empire, mais dans un contexte différent. Vous avez l'émergence d'une économie d'occupation qui est de fait dirigée, et vous avez le développement d'une technocratie qui renforce la position des ordonnateurs dans un sens colbertiste. Et cette tendance d'un renforcement général de la position des vecteurs des dépenses s'accroît encore après-guerre, puisqu'on passe ensuite en 1945 à la Troisième République, s'accroît après-guerre dans la mesure où il y a, dans la foulée du régime de Vichy, convergence de deux héritages a priori antagonistes devenus compatibles entre eux. Celui colbertiste de l'intervention de l'État dans l'économie, celui révolutionnaire qui convertit la volonté de contrôler et de limiter l'État en volonté de nationaliser l'État à mesure que celui-ci devient coextensif à l'économie du pays. En d'autres termes, il ne s'agit plus de nationaliser les finances en affaiblissant l'État, mais d'administrer l'économie en renforçant l'État. Deuxième renversement capital, il y a substitution du keynésianisme au libéralisme. Et je vous cite Pierre-Rosan Vallon qui nous dit que l'économie cesse d'être considérée comme un donné pour être appréhendée comme un construit, d'où l'émergence de la notion de politique économique qui traduit le projet d'un rapport volontariste à la conjoncture dont le vecteur principal ne peut être que l'État. Troisièmement, il y a avec la disparition du libéralisme perte par la comptabilité publique de la reconnaissance idéologique dont elle faisait l'objet, en sorte qu'elle apparaît désormais sous les traits d'un formalisme que l'on condamne a priori comme une des manifestations les plus fâcheuses de la routine bureaucratique. Quatrièmement, il y a accentuation de la pression dépensière en raison de la volonté démocratique de répondre à la demande sociale du peuple souverain. Il y a
cinquièmement, avec l'ENA, la promotion et la multiplication de fonctionnaires d'initiative. Alors, le décuplement de ces multiples forces dépensières génère ce qu'on a pu appeler un mouvement centrifuge qui se traduit par le fait qu'au lendemain de la guerre et jusqu'en 1948, près de la moitié des dépenses publiques civiles échappent au contrôle du Parlement, et par le développement d'un secteur parapublic aux contours mal définis, dont chaque nouvelle entité créée mobilise la garantie de l'État sans que le régime de responsabilité, public ou privé, auquel elle correspond, soit clairement établi. Et là, à titre d'illustration, je vous propose de prendre l'exemple du contrôle des entreprises nationalisées qui révèle le débat historique que fait surgir le risque d'absence de contrôle dans le secteur parapublic. Vous avez d'un côté Gaston Cusin, inspecteur général de l'économie nationale, qui écrit en 1948 « On doit à tout prix éviter de stériliser les entreprises nationalisées par l'application de règles de comptabilité publique et rechercher au contraire leur rentabilité que la comptabilité commerciale permet seule d'apprécier. Ce sont donc les méthodes qui prévalent dans les entreprises privées qui doivent être appliquées. » Et maintenant, vous avez la réponse du berger à la bergère, si je puis dire, à travers Gilbert Deveau, inspecteur général des finances et directeur de la comptabilité publique de 1949 à 1956, qui pose le diagnostic suivant. Chacun, c'est-à-dire les patrons des entreprises publiques, accomplissait des efforts consciencieux pour ne pas modifier l'organisation interne du mécanisme qui lui était confié, sans se rendre compte que la situation n'était plus du tout la même, que l'État ne pouvait se fier comme un patron aux critères du profit et du rendement, et que l'abolition du contrôle des actionnaires ne laissait subsister aucun contrôle. Ainsi, par une de ces contradictions, dont l'histoire a donné d'autres exemples, cette époque, qui fut celle du dirigisme et des nationalisations, a révéré les méthodes privées au point d'en faire une sorte d'idéal. Et il ajoute « Dans le climat de la libération, toutes les règles traditionnelles furent purement et simplement ignorées, aussi bien certains nationalisés n'hésitèrent pas à contester toute allégeance à l'égard du pouvoir central, observant qu'il n'appartenait pas à l'État, mais à la nation. » Et sa réponse sur les entreprises publiques est de considérer comme public tout secteur dont le régime juridique est encore incertain, au motif que rien de ce qui est public ne doit être soustrait aux règles de la comptabilité publique. Alors, ce qui est intéressant, c'est que ça révèle le défi auquel est confrontée la direction de la comptabilité publique et la direction du budget. Ce défi, c'est désormais de faire fonctionner dans le contexte nouveau de l'État, acteur de l'économie, le vieux système de contrôle conçu sous la Restauration dans le contexte de l'État modeste, compris comme économiquement neutre. Et donc, tout cela suppose un nouveau train de mesures susceptible de renforcer le contrôle sur les vecteurs de dépenses de l'État, acteur de l'économie. Premièrement, vous avez désormais l'application progressive du plan comptable général aux entreprises publiques. Ensuite, vous avez en 1946 l'institution du Comité central d'enquête sur le coût et le rendement des services publics. En 1948, 2 lois permettent la régularisation des comptes spéciaux. En 1948 encore est créée la commission de vérification des comptes des entreprises publiques chargée d'apprécier la gestion de ces entreprises. En 1948 toujours, c'est la création de la Cour de discipline budgétaire et financière qui instaure une responsabilité pénale et non pas civile des ordonnateurs. En 1950 est créée à la Cour des comptes la Chambre en charge du contrôle de la sécurité sociale. En 1954 est institué le Commissariat général à la productivité chargé de développer cette notion dans les services publics. En 1955 est institué le contrôle d'État. Toutes ces mesures trouvent leur couronnement dans l'ordonnance du 2 janvier 1959 qui reprend le décret du 19 juin 1956 sur le mode de présentation du budget et consacre une forme de parlementarisme rationalisé dans le contexte nouveau d'un exécutif fort, car nous avons à nouveau changé de décor. Nous sommes sous la Ve République. Et ce texte, notamment, renforce le poids de l'exécutif au niveau du premier temps alterné, c'est-à-dire au niveau de la préparation du budget. Il réduit au niveau du deuxième temps alterné le rôle du Parlement en matière d'autorisation budgétaire, qui ne peut prendre d'autres initiatives en matière de dépenses que de voter des économies. Il maintient le principe d'une logique de moyens et ne renforce pas véritablement le quatrième temps alterné, celui du vote de la loi de règlement et de l'évaluation. Alors il n'est pas inintéressant de mesurer les 2 postulats qui inspirent Gilbert Deveau, qui est le rédacteur en titre de l'ordonnance de 1959.
Premier postulat, il faut par principe se défier du dépensier. Car, nous dit-il, le souci du prix de revient ne peut pas être dominant dans l'esprit d'un administrateur. Son but essentiel doit être d'accomplir ce qu'on lui a demandé, c'est-à-dire de faire fonctionner au mieux un service public, et s'il n'est pas contenu à l'intérieur de certaines limites par l'effet d'un mécanisme juridique, sa conscience professionnelle le conduira à faire toujours mieux et toujours plus cher. Deuxième postulat, il y a, selon lui, un risque à inscrire le contrôle des ordonnateurs dans une logique de résultat. Car, ne nous dissimulons pas, écrit Deveau à propos des fonctionnaires dépensiers, que cette armée de spécialistes, chacun avec une optique technique dont il finit par faire l'idéal de son existence, conduirait infailliblement au triomphe de la fin justifie les moyens, s'il n'existait pas une contrepartie très puissante pour assurer le respect de la loi. En d'autres termes, le respect de l'état de droit est plus important que la valeur du résultat recherché et obtenu, même s'il débouche sur un succès. Il n'empêche que le développement de la figure de l'État, acteur de l'économie, dans un contexte d'expansion économique, ce qui est le cas au début de la Ve République, modifie l'esprit de la gestion des finances publiques. On passe du contrôle à l'optimisation de la dépense. L'historienne Florence Descamps note qu'avec la Ve République et la disparition du déficit budgétaire, le paradigme de l'expansion de la croissance succède à celui du contrôle et du rationnement. Elle ajoute que le contexte de forte croissance permet aux responsables de la gestion publique de tenter de construire une autre gestion des finances publiques, plus qualitative et moins compressive que précédemment, incarnée dans la rationalisation des choix budgétaires qui se développe de 1965 à la fin des années 1970. Et en effet, avec la RCB, on souhaite agir sur le premier temps alterné, en amont, en espérant passer d'une logique de moyens à une logique d'objectifs par la mise au point de programmes. Et puis vous avez un autre texte, le décret du 29 décembre 1962, avec lequel on tend vers une logique d'évaluation et donc de résultats en organisant la nouvelle comptabilité publique en vue de permettre la connaissance de la situation du patrimoine, le calcul du prix de revient, du coût et du rendement des services publics, la détermination des résultats annuels et l'intégration des opérations dans la comptabilité économique nationale. En ce sens, le décret constitue le point de départ de la normalisation des comptabilités publiques sur la base du plan comptable général. C'est pour l'administration le début d'un rapprochement de la gestion d'entreprise dans le contrôle de la dépense. Alors on est obligé de s'arrêter à ce stade de l'histoire. Juste un mot de conclusion pour dire que non, ce n'est pas toujours la même histoire, malgré la récurrence de certains leitmotifs, au nombre desquels on peut citer la méfiance qu'a inspiré l'idée d'un contrôle trop direct du législatif sur l'administration, la méfiance inverse qu'a inspiré le ministère des Finances comme outil du contrôle de la dépense, l'asymétrie de posture entre comptables et ordonnateurs à laquelle l'ordonnance du 23 mars 2022 sur la responsabilité des gestionnaires publics vient de mettre fin. Que sur 2 siècles, à la raison des chiffres par les comptes, il aura fallu constamment ajouter la mise à la raison des acteurs par le droit et les institutions. Que l'origine du système de contrôle de la dépense relève d'un double héritage, celui du libéralisme traditionnel et celui de l'utopie révolutionnaire d'un gouvernement de pure exécution au service de la volonté générale, qui se sont longtemps conjugués pour générer une culture de défiance de l'administration à l'égard d'elle-même. Que, quatrièmement, si on nommait les évolutions techniques, l'histoire du contrôle de la dépense se résume, sur le plan idéologique, à l'adaptation, sous la pression des faits, et lorsqu'une volonté politique se manifeste, d'un système conçu pour un État restreint à un État progressivement redevenu colbertiste et interventionniste. Et sur le plan institutionnel, au basculement du contrôle de l'aval vers l'amont du processus de dépense, avec la création de la direction du budget et du contrôle des dépenses engagées, qui permettent à l'exécutif d'exercer son autorité au niveau du premier et du troisième temps alternés. Et enfin, que placer les réformes présentes au miroir des conceptions passées est l'occasion pour les acteurs d'aujourd'hui d'une méditation sur l'ampleur des évolutions récentes et le sens des dynamiques en retour dont vous retrouvez l'évolution dans la frise chronologique que vous voyez pour conclure cette intervention. Je vous remercie. Merci beaucoup, Philippe Masquelier. On a été au pas de charge, parce qu'on faire 2 siècles en 12 tableaux avec autant
de réforme et de variation, c'est un vrai challenge. Je pense quand même que beaucoup de choses ont émergé de cette conférence. Alors, pour l'instant, il n'y a pas beaucoup de questions. Il y en a une, je ne suis pas sûre qu'elle soit complètement historique, mais je vous la livre quand même. Pourquoi les débats parlementaires entourant le vote des lois de finances durent-ils 70 jours et les débats sur la loi de règlement quelques heures? N'y a-t-il pas là une marge de progrès à réaliser? Alors ça, c'est une question bien intéressante parce que c'est une marge de progrès qu'on cherche à réaliser depuis 2 siècles. Mais en réalité, on s'aperçoit que la loi de règlement tombe généralement dans une indifférence complète puisque la dépense a eu lieu et que par conséquent, il n'y a plus vraiment d'enjeu et notamment pas d'enjeu politique. Donc c'est pourtant ce à quoi a tenté de remédier la LOLF et a en partie remédié la loi organique sur les lois de finances. Merci pour cette question parce qu'en fait, elle couvre et elle parcourt les 2 siècles que l'on vient de traverser. Merci beaucoup. Alors pour l'instant, il n'y a pas d'autres questions, sauf si je me trompe, mais peut-être ça peut être intéressant de... Il n'y a eu aucune donnée chiffrée finalement dans cette intervention. Peut-être certains attendaient plein de millions, plein de milliards liés à la comptabilité publique, à des chiffres. Est-ce qu'il y a quelque chose de cyclique qu'on observe aussi par rapport à cette mise en place, ce jeu de balancier et ce qui se passe en termes de comptabilité publique du point de vue des chiffres, des données? Alors, bon, effectivement, c'est un parti pris de ne pas avoir mis de chiffres, parce qu'on n'a pas le temps non plus de tout faire. Ce sont des chiffres qu'on peut retrouver par ailleurs. Bon, j'avais juste prévu éventuellement des courbes qui permettent d'illustrer un petit peu le parcours que l'on vient de faire. Et donc, il s'agit de mesurer les dépenses de l'État par rapport au produit physique de la France en pourcentage avec 3 courbes. Les dépenses de l'État au total en pourcentage, et puis les 2 courbes qui nous intéressent vraiment, qui sont les dépenses de l'État liées à l'économie et les dépenses de l'État non liées à l'économie. Donc ça nous permet de suivre un petit peu la trace de l'impact du libéralisme sur la période. Donc vous voyez par exemple qu'en 1870, les dépenses de l'État non liées à l'économie font un véritable bond, tandis qu'elle progresse de manière assez lente au niveau des dépenses de l'État liées à l'économie. Vous voyez en revanche qu'au niveau de c'est le deuxième rond ou ovale, au niveau de la Première Guerre mondiale, je vous ai dit que l'État devenait lui-même industriel et donc les dépenses liées à l'économie et les dépenses non liées à l'économie bondissent ensemble pour retomber parce qu'on veut revenir vers le libéralisme. Et puis vous voyez qu'il y a à nouveau un bond au niveau de la Deuxième Guerre mondiale. Et après la Deuxième Guerre mondiale, vous avez une décorrélation entre les 2 courbes qui illustrent le fait qu'on abandonne le libéralisme et qu'on en vient au keynésianisme. Donc voilà ce que je peux proposer. Merci beaucoup. Ça a permis entre-temps que quelques questions arrivent. Une question sur les gouvernements qui choisissent souvent parmi la multitude des prévisions économiques celles qui sont les plus optimistes. Comment se sont opérées les tentatives de sincérisation des prévisions économiques? Alors, je ne suis pas sûr d'être tout à fait en mesure de répondre à la question, surtout que c'est quelque chose qui concerne beaucoup la période la plus récente. Ce qui est intéressant de voir, c'est que le marquis d'Audifray, dont je vous ai parlé, n'avait pas exactement ce souci premier. Son souci premier, c'est de mettre un mécanisme juridique en place qui fasse que la dépense, ce qui était prévu de dépenser, ne soit pas dépassé. Et donc ça, c'est l'essentiel et les fondamentaux du système. Gilbert Deveau, que je vous ai cité, est également sur ce train-là. Et tous ceux qui sont partie prenante du système budgétaro-comptable, je crois, sont largement sur ce train-là aussi. Merci. Existe-t-il une raison historique au fait que, contrairement à d'autres pays, les USA par exemple, avec le GAO, il n'y a pas de véritable contrôle actuel des dépenses de l'État par le législatif? Là, j'aurais tendance à penser que c'est peut-être plus lié au régime institutionnel de la Ve République, mais il faudra regarder ça de plus près. J'avoue, je ne suis pas forcément capable de répondre en détail à la question. Bah, écoutez, je vous remercie. Je vous livre une petite
conclusion qui a été mise dans le chat. Contemplez ce milliard, messieurs, vous ne le verrez plus. Point d'exclamation. Baron Louis. Absolument, voilà. Absolument. Je ne l'ai pas cité, mais merci à la personne qui a souhaité la citer, parce qu'effectivement, ça fait partie des citations dont j'aurais pu illustrer mes propos. Merci beaucoup. Écoutez, merci beaucoup. Si vous voulez aller plus loin, il y a à la fin du PowerPoint de présentation une bibliographie sélective, notamment d'ouvrages qui ont été publiés par l'IGPDE et son comité pour l'histoire économique et financière de la France, qui revient, voilà, ouvrages qui reviennent sur un certain nombre de points traversés par Philippe. Ah, une dernière question, pardon, qui est arrivée. Pouvez-vous rappeler le rôle de la Cour des comptes dans ce dispositif de contrôle depuis sa création ? Alors ça, c'est une question assez complexe. La Cour des comptes a toujours été priée de ne s'occuper que des comptables et pas des ordonnateurs, avec des tentatives, notamment la querelle des nomenclatures, c'est notamment ça, c'est que la Cour des comptes, à travers les comptables, cherchait à contrôler les ordonnateurs, et c'est ce que ne souhaitait pas le ministère des Finances. Donc on est toujours sur cet équilibre-là. On pourrait faire une deuxième intervention en reprenant le fil seul de la Cour des comptes, qui révélerait d'autres aspects de l'histoire qu'on vient de parcourir, mais qui évidemment resterait dans le droit fil de ce qu'on vient de parcourir. Merci beaucoup. On va s'arrêter là. Merci beaucoup. Nos excuses pour les petits problèmes techniques au démarrage. On se retrouvera en juin, le 13 juin, avec Christophe Refait pour clôturer cette année scolaire avec un midi histoire sur Zola et l'argent. Voilà, je vous souhaite une très bonne après-midi à tous et à bientôt.